Attends, Bonjour. Ah oui. voilà, on y est. Bonjour à tous. Bonjour Isabelle. Bonjour Steph. Alors, bienvenue à tous pour ce live exceptionnel. Aujourd'hui, c'est dans l'après-midi, une fois n'est pas coutume, où nous avons l'honneur de recevoir Maître Virginie des Arrojo Requia. Avant de vous donner la parole, Maître, je voudrais mentionner quelques points. Évidemment, Isabelle, tu me coupes s'il y a des choses que tu veux ajouter. Bon, comme vous le savez, nous traversons une crise sans précédent depuis 18 mois. Et en fait, l'impression que nous avons tous, c'est une accélération sans fin dans, comment pourrait-on l'appeler, un délire collectif et un déni juridique et démocratique qui nous emmène dans ce tourbillon. Comme on a pu le voir en France, les derniers développements suite à l'annonce du président de la République visant à l'extension du pass sanitaire à un ensemble d'activités quotidiennes, ainsi que le projet de loi concernant la vaccination obligatoire des soignants et d'autres catégories socio-professionnelles. Donc évidemment, c'est quelque chose qui nous a touché beaucoup avec Isabelle, puisque notre mission ne se limite pas à la frontière belge, aussi parce que la France, c'est mon pays, et on a décidé d'une façon tout à fait naturelle de mettre en place notre bon droit France, aussi parce qu'on a été très sollicité par le public français. Et on va essayer de contribuer à notre manière à la lutte pour la justice, le droit et la liberté aussi dans ce pays. Vous nous suivez de plus en plus nombreux chaque jour et nous recevons des centaines et des centaines de messages de demandes. Et soyez assurés que nous faisons tout notre possible pour y apporter les meilleures réponses juridiques. Notre boîte à outils juridique s'étoffe rapidement et il y aura beaucoup plus de documents à votre disposition, des courriers types et des des formulaires de démarche dans les jours à venir. Et on tient à remercier spécialement nos juristes bénévoles de notre Bon Droit France qui nous ont récemment rejoints, et spécialement Thelma et Artemis que vous connaîtrez dans le futur. On aura le plaisir de les avoir en live, mais aussi je tenais à remercier Sophie et Lucie dont l'aide nous est très précieuse. Et nous tenons également à remercier Maître De Arroyo, qui a elle aussi accepté d'aider notre bon droit dans cette entreprise. Vous la connaissez toutes, c'est une des figures de proue de la résistance actuelle depuis le début de la crise. Pour redonner le contexte, Maître De Arrojo est diplômé de droit européen, de droit international, puis de droit commercial international. Vous avez travaillé dans différents cabinets d'avocats internationaux comme Clifford Chance, Ernst Young et le cabinet Pierre Boudriot, spécialisé en droit fiscal et en droit de la propriété intellectuelle. Vous avez fondé votre propre cabinet en 2014 et vous avez mis en place notamment une action collective il y a quelques mois pour le compte des citoyens qui souhaitaient contester les mesures sanitaires de couvre-feu et de confinement. Et depuis, vous luttez aux côtés de tous les résistants qui existent aujourd'hui pour défendre l'état de droit, les droits et les libertés fondamentales. Je vais vous donner la parole, maître, et vous nous honorez de votre présence aujourd'hui, juste pour vous dire que vous aurez une période, je ne sais pas, à votre aise, pour faire votre présentation et peut-être nous présenter les recours et les actions que vous souhaitez ou que vous avez déjà mis en place. Et le public, par la suite, pourra poser des questions. Nous sommes là à votre disposition dans le chat. Et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Mais bonjour à tous, bonjour Stella, bonjour Isabelle. Je suis ravie d'être parmi vous et c'est également un honneur pour moi d'intervenir aujourd'hui avec vous parce que vous faites partie de cette résistance énergique, pleine de volonté et au service de la population et pas seulement la Belgique mais donc la France également. Donc c'est vraiment très précieux aujourd'hui parce qu'on a besoin de vraiment toutes les bonnes volontés pour parvenir à des résultats. Voilà. Donc en ce qui concerne ma présentation, vous l'avez très bien faite. Je dirais que j'ai juste fait un passage aux Nations Unies avant de travailler dans des cabinets d'avocats. Bon, c'est à ce moment-là que j'ai un petit peu déchanté en voyant l'envers du décor. Donc voilà, je me suis réorientée
dans les cabinets d'avocats, mais il faut savoir que mon cœur est au droit européen et droit international. Pour tout vous dire, c'est depuis l'âge de 12 ans et demi, j'ai toujours dit je voudrais être juriste en droit international pour travailler sur les conventions et pour aider un maximum. Donc aujourd'hui, malgré ce que certains disent, oui, j'ai une expérience en fiscalité, mais ma formation et mon cœur est actuellement revient à ce que j'ai fait au départ, de mon expérience et ma formation de base. Voilà. Donc en ce qui concerne la crise précisément, j'ai commencé par me préoccuper pour les enfants, à vrai dire, en novembre 2020. J'avais préparé pour tous une déclaration de parents d'élèves pour vraiment préciser au chef d'établissement que les parents, pour ceux qui le voulaient bien sûr, que les parents ne voulaient pas de masque, de tests et ni d'injection ni de vaccin, et qu'on ne souhaitait pas l'isolement pour les enfants, puisque tout ce qui se passe actuellement par rapport aux enfants, c'est de la maltraitance. J'estime que c'est de la maltraitance, et je pense que c'est la réalité. On sait très bien que le développement des enfants aujourd'hui va être vraiment menacé, parce que les enfants ont besoin de voir les visages des adultes. Ils n'ont pas besoin de toute cette anxiété. Donc je suis vraiment préoccupée pour le développement des générations futures. Voilà. Après, j'ai fait un rapport dictature, crime contre l'humanité et atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, qui a été, je pense que la deuxième version a été publiée en décembre 2020, parce que je me suis rendu compte en fait que toutes les mesures prises n'allaient pas du tout dans le sens de protéger la santé de la population, qu'il y avait vraiment des incohérences, et j'ai pensé qu'il était préférable de mettre ça sur papier pour qu'on puisse réfléchir véritablement à ce qui était en train de nous arriver. Bon, comme vous le savez, le constat est très mauvais. À vrai dire, c'est peut-être, on peut dire que je suis très radicale, mais à vrai dire, je ne vois aucune mesure aujourd'hui qui a été prise dans le sens de la population pour un mieux, voilà, on n'a pas dit à la population de faire du sport, de manger plus sainement, de prendre les vitamines, zinc, toutes ces choses-là. Certainement, on leur a dit de rester chez eux avec du Doliprane. On sait très bien que depuis 1976, une étude a très bien démontré le danger de la molécule qui compose le Doliprane. Donc ça, c'est une véritable problématique de base. Ensuite, comme vous savez tous, on a ces problèmes d'impossibilité de prescrire des molécules qui sont tombées dans le domaine public. Et ça, c'est pour moi criminel, parce qu'il y a une vingtaine de traitements aujourd'hui qui fonctionnent. Il y a des pays comme le Mexique qui les utilisent avec succès, et qui d'ailleurs luttent contre les puissances pharmaceutiques actuellement. J'espère que voilà, leurs dirigeants n'auront pas de soucis à l'avenir. Ça se passe également en Inde, et puis bien d'autres pays ont traité avec l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, l'azithromycine et d'autres molécules dont j'ai entendu parler et qui fonctionnent très très bien. Donc voilà, on a un gros problème. Je me suis inquiétée effectivement concernant les confinements. L'Institut des droits de l'homme du barreau de Paris et du barreau européen avait fait 500 pages de rapports pour indiquer que le confinement n'était pas une mesure possible dans un État démocratique. Et puis j'en étais arrivée de toute façon aux mêmes conclusions. Pour moi, c'est de l'assignation à domicile de l'ensemble de la population, et c'est contraire à tous les textes d'européens et internationaux, et même c'est contraire à l'article 66 de la Constitution, puisque on peut pas être détenu arbitrairement comme c'est le cas en cas de confinement. Et
et qu'on doit pouvoir avoir accès au juge judiciaire. Or, contrairement à ce que dit le Conseil d'État, ce n'est pas parce qu'on a accès au référé liberté devant le juge administratif que l'on est conforme à l'article 66 de la Constitution. L'article 66 de la Constitution dit que chaque personne qui est détenue a le droit d'accéder au juge judiciaire. Et c'est pourquoi, avec un groupe de juristes et d'avocats, nous avons réfléchi. Je suis tombée sur le référé loi de fait, qui est vraiment très ancien et jurisprudentiel. Et avec ce référé qui était à l'origine pour tout l'ensemble des libertés fondamentales, ça a été progressivement aspiré par le juge administratif. Il ne restait plus que la protection de la liberté individuelle. Donc je m'en suis servie pour contrer le confinement. Cette action, je la mène avec 1365 personnes, enfin 3 associations et puis les autres, ce sont des personnes physiques de tous les coins de la France, des dom-toms, métropole et de toutes les professions, de tous les âges. Voilà, les gens ont vraiment soutenu l'action. Maintenant, bien sûr, devant le tribunal judiciaire de Paris, on n'a pas entendu mon argumentaire parce que bon, il y a quand même, comme je le dis toujours, une espèce de une paroi en fait entre nous et les magistrats quand il s'agit d'expliquer que les mesures qui sont prises ne sont pas du tout des mesures d'ordre sanitaire. C'est souvent le non-sens scientifique. Et donc là, je suis en appel. J'en ai profité pour déposer une question prioritaire de constitutionnalité qui est devant le procureur général de la Cour d'appel de Paris. Et l'audience aura lieu en octobre, donc c'est très loin. Ça ne m'amuse pas en fait d'avoir à attendre tout ce temps parce que nous savons très bien qu'à la rentrée, si nous n'acceptons pas tous l'injection, on risque les confinements, même partiels, juste pour les non-vaccinés entre guillemets. Donc voilà. Et puis sinon, effectivement, on a eu, comme vous avez pu le constater, ah oui. Pardon. Et j'ai fait aussi une action avec Renate Holtzein, qui est vous la connaissez certainement, qui est une avocate engagée italienne, qui a mené une action devant la Cour de justice de l'Union européenne pour invalider en fait toutes les autorisations conditionnelles de mise sur le marché des 4 injections. Et en plus, elle demande à ce que les professionnels de santé ne puissent pas être obligés à prendre ces injections. Donc là, on a 232 professionnels de santé français qui se sont joints à l'action. Il y a également des Autrichiens, donc c'est des Italiens, des Autrichiens, des Français et je pense d'autres pays, d'autres États membres. Donc nous attendons bien entendu maintenant le traitement de cette affaire pour voir si nous pouvons avoir gain de cause. Bon, voilà. Et puis là, dernièrement, donc je fais des plaintes devant le CSA contre les journalistes ou les professionnels de santé avec conflit d'intérêts, comme donc pour le journaliste Emmanuel Le Chypre, qui demandait donc à ce que l'on aille chercher les non-vaccinés avec des menottes entourées de policiers parce que voilà, il faut qu'on mène une vie insupportable pour voilà. Et puis contre Monsieur Blachier également, qui est loin qui est parti quand même, voilà, qui conseille des organismes de santé publique et qui fait du modeling pour les laboratoires pharmaceutiques. Les journalistes devraient tout de même poser des questions et d'ailleurs c'est un devoir légalement, ils doivent demander quels sont les conflits d'intérêts aux professionnels de santé qui se présentent. Donc voilà. Et puis là, ça va être publié aujourd'hui. Une plainte contre le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Blanquet, parce qu'il est intervenu le 28 juillet 2021 en menaçant tout simplement les étudiants, les collégiens, les lycéens de discrimination
de les évincer de l'école, enfin des cours s'ils n'étaient pas vaccinés. Il prévoit de mettre 6 à 7 000 centres de vaccination au sein des établissements et également des écoles. Donc ça, on a compris où on allait en venir. Oui, et il prévoit aussi 600 000 tests salivaires par semaine pour les écoliers. Donc, j'en ai profité pour lui rappeler que lors d'une discussion sur le projet de loi sur la confiance, l'école de la confiance en juillet 2019, qu'il avait essayé de faire passer un amendement pour que les médecins de l'éducation nationale et les infirmiers de l'éducation nationale puissent faire des actes médicaux diagnostiques et des vaccins. En juillet 2019, le Conseil constitutionnel lui a dit ça n'a rien à voir avec le sujet de cette loi, c'est inconstitutionnel, donc ça n'est pas passé. Donc à l'heure actuelle, il est en train de vouloir installer des centres, ce qu'il appelle des barnums, dans tous les établissements, au mépris, en violation de la décision du Conseil constitutionnel qui n'est pas si vieille que ça, n'est pas aussi ancienne, juillet 2019. Donc voilà. Moi, j'estime que vu son discours, qui est assez incroyable, parce qu'il est quand même professeur agrégé de droit public, droit constitutionnel, donc il sait très bien ce qu'il fait, qu'il présente le vaccin, ce qui n'en est pas un, c'est une injection, vous le savez, de matériel génétique modifié. Il le présente comme étant fiable, comme permettant de ne pas transmettre la maladie. Et il incite les jeunes à aller se faire injecter même sur les lieux de vacances, en leur disant que de toute façon, sinon ils n'auront pas en sortie, pas de loisirs, pas de cinéma, et que de toute façon, il faut qu'ils soient responsables, sinon ils seront ostracisés. En gros, c'est ça. Ce sont des menaces, c'est de la discrimination, et c'est de la tromperie aggravée pour moi, parce qu'il oublie de dire que dans les données pharmacovigilance européennes, on a plus de 20 000 morts. Oui, tout à fait. Plus de 20 000 morts au niveau européen, et c'est le 5 à 10% des déclarations ne représentent que 5 à 10% de la réalité. On le sait. On sait aussi que la FDA, au bout de 25 à 50 cas en essai clinique, on arrête l'essai clinique. Même parfois à un seul cas de décès, on arrête. Et là, on continue. Donc je trouve ça scandaleux de la part d'un ministre de l'Éducation nationale très informé, d'inciter les jeunes qui ne sont pas une population particulièrement visée et qui supportent très très bien le virus, d'aller se faire injecter un matériel génétique modifié en essai clinique. C'est complètement aberrant et criminel. Voilà, j'estime que c'est criminel. Ouais. Donc je l'ai rappelé. La situation en Belgique est assez similaire. Hein. Chez nous aussi, ils sont en train de pousser les plus jeunes à la vaccination, alors que chez eux, le coronavirus, quel que soit le variant d'ailleurs, que ce soit l'alpha, le bêta, l'epsilon ou le delta, c'est un nez qui coule et une gorge qui gratte. Et les invitations que les jeunes ici en Belgique ont reçues pour recevoir la thérapie génique sont tout à fait mensongères, puisque comme en France, il est écrit en toutes lettres que ces vaccins sont sûrs, efficaces et sans danger, et que voilà, pour retrouver une vie normale, il faut vite aller se faire vacciner. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, avec Stella, il nous a apparu important de déposer une plainte également en référé contre cette vaccination des ados. On attend avec impatience de voir comment le juge va réagir à cette plainte. Nous aussi, comme vous, on est dans l'attente. C'est loin d'être simple. On a quand même des rapports qui viennent d'Israël et qui disent que chez les jeunes, il y a plus 30% de mortalité avec les injections expérimentales. On le sait. On a toutes les données. Si nous avons les données, ils les ont aussi. Voilà. Donc cette plainte était pour rappeler la situation. Et puis pour signaler aux journalistes qu'il fallait peut-être faire un travail d'investigation avant de dire amen, on va dire, à tout ce qui passe sur les plateaux, et surtout pointer du doigt les jeunes
qui réfléchissent, qui ne souhaitent pas faire partie d'un essai clinique, et pour les parents de ne pas culpabiliser. Donc, avec cela, on a préparé également un projet de lettres pour les parents qui pourront, enfin un projet de lettre, donc une lettre qui pourra être transmise au chef d'établissement, qui sont en train de pressionner certains parents en leur disant votre enfant ne sera pas pris en cours s'il n'est pas vacciné, ce qui est complètement illégal comme tout le reste. Voilà. Alors en attendant parce que le temps de la justice est long, en attendant, il faut qu'on mette des outils à disposition et qu'on rappelle sans cesse le droit applicable. Oui, merci maître. Je pense que nous avons la même approche et c'est ce qu'on aimerait faire aussi avec vous, attaquer systématiquement là où c'est possible, au-delà des outils de la boîte juridique, parce que c'est fondamental d'aider les gens qui sont en détresse absolue de ce que nous pouvons voir au quotidien. C'est terrible de voir ça. Et moi, ce qui me choque, je suis comme vous, juriste de droit international et de droit européen, moi, ce qui me choque, c'est véritablement... comme vous l'expliquiez, voilà, on a un avis ou une décision du Conseil constitutionnel qui dit « Ah non, mais ça, c'est pas possible, c'est anticonstitutionnel », donc en juillet 2019. Et depuis que nous avons cette crise-là, plus rien ne tient. C'est comme si on était parti dans un délire collectif dogmatique où toutes les règles, aucune règle ne tient, aucune règle de droit ne tient. On peut s'asseoir sur tout, la Constitution, la primauté des lois, tout, il n'y a plus rien qui tient. Et c'est ça qui est absolument déroutant pour des gens qui ont fait carrière dans le droit, vous êtes avocate en plus, mais le problème c'est qu'on se sent complètement perdu parce que les outils, les instruments que normalement on aurait eu dans un système judiciaire qui marche, là, c'est comme si on était dans une autre dimension. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, oui, complètement, c'est un tiraillement pour nous. Hein. C'est un tiraillement parce que quand on nous demande conseil, on a tous les textes pour démontrer que la situation n'est pas légale, que c'est contraire à toutes nos valeurs, nos principes et aux textes que l'on a eu jusqu'à en gros février-mars 2020. Et les décisions qui étaient rendues alors par notamment le Conseil d'État, elle est bien dans ce sens. Quand je parlais de confinement, parce que j'ai étudié en long, en large, en travers, le Conseil d'État le disait très bien, même pour des gens qui étaient soupçonnés d'actes terroristes, bien entendu, on les assignait à domicile, mais il y avait des règles, pas plus de 12 heures par 24 heures, pas forcément tous sur une même zone, qu'ils avaient le droit de sortir pour ceci, cela. Et là, aujourd'hui, quand vous voyez les confinements où il faut faire des auto-attestations pour aller chercher le pain, on a en plus, il y a une manipulation psychologique telle d'avilissement de la population et puis il y a une distorsion cognitive parce qu'au bout d'un moment effectivement on a toujours connu ces principes de vivre de contrat social et tout est mis à terre. Tout à fait, mais voilà. Par rapport aux attestations, ça rappelle les heures les plus sombres de notre histoire qui ne sont pas si lointaines malheureusement. Malheureusement, je suis désolée de dire ça, mais quand on me dit aujourd'hui non, mais c'est quand même pas comme au temps de la Seconde Guerre mondiale, non, c'est pire parce que là vous n'avez pas le résultat qu'on connaît de la Seconde Guerre mondiale, mais on va l'avoir en je ne sais combien de fois pire, parce que là c'est sur le monde entier, c'est le monde entier. Je vois l'Australie, ils sont dans une situation catastrophique, avec des militaires qui viennent jusque dans les maisons. Donc, n'attendons pas que la situation s'aggrave à un point tel qu'on ne puisse plus rien faire. Il faut anticiper. Moi, je pars de ce principe-là. C'est pour ça que j'avais fait mon rapport. C'était peut-être qu'il n'avait pas été suffisamment visible et puis d'autres personnes ont parlé beaucoup mieux que moi sur le sujet. Mais c'était pour dire, attention, tout ce qui a été fait, ce n'est pas normal. Il faut qu'on rectifie. Et d'ailleurs, j'avais pris la parole dans un journal qui m'avait interviewé à ce moment-là, et j'avais dit il est temps d'arrêter. Ces mesures-là ne vont pas du tout dans l'intérêt de la nation. Et puis c'est aussi traumatiser toute une population.
pour quelqu'un qui a un minimum d'empathie en réalité, parce que là, je trouve il y a un manque incroyable d'empathie vis-à-vis de la population, des plus petits aux plus anciens. Quand tu vois les gens enfermés en EHPAD, qui ne peuvent pas voir leur famille, que les familles sont devant les fenêtres, leur faire coucou, ne peuvent même pas pouvoir les toucher. On sait très bien ce que ça fait aux personnes âgées de ne pas pouvoir voir leur famille. On le sait. On le sait. Donc, en fait, il manque sévèrement d'empathie. Ils ne sont pas à leur place. Nos gouvernements ne sont pas à leur place. Parce qu'ils sont en train de détruire tout notre corps social. Voilà. Et notre économie. Voilà. Le problème, c'est que le peuple ne réagit pas. Enfin, si, on a vu, Dieu merci, que les manifestations de la semaine, enfin de ce samedi et de la semaine dernière, de la semaine d'avant, il y a un sursaut, mais par rapport à la machine médiatique, l'ensemble des données, des chiffres, tout le système insidieux de manipulation des masses fait que j'ai l'impression que les gens ne réalisent, enfin la majorité ne réalise toujours pas. Même par rapport aux effets secondaires sur les vaccinés, sachant que nous, par exemple, en Belgique, on travaille avec beaucoup de médecins, et on les remercie d'ailleurs, les médecins en général qui sont membres de Réinfo Covid, mais certains nous disent, écoute, moi je ne peux pas signaler les effets secondaires parce que je risque de perdre mon numéro d'exercice. Donc c'est verrouillé à tous les niveaux, il y a une omerta, et on est passé dans quelque chose qui est surréaliste. Et la solution, elle est où? C'est ça, la planche de salut, ça va être quoi? Comme vous le dites, il faut que ça s'arrête. Et ça fait longtemps que ça aurait dû s'arrêter. Quand vous pensez qu'en Belgique, la loi pandémie a été adoptée et que si elle est mise en œuvre par le Parlement dans une situation d'urgence, on va se retrouver avec des gens, je ne sais pas si les gens réalisent, pour vérifier que les gens font bien leur quarantaine. Sur la base, je précise, parce qu'il faut toujours le répéter, de tests PCR positifs qui sont, selon le CT, complètement faux et qui n'ont qui ne reflètent absolument rien. Donc, déjà, on part sur une base fausse parce que le test est faux. Bon, admettons. On va leur mettre un bracelet électronique. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est possible avec la loi pandémie. Et ça ne choque personne. Le fait de confiner les non-vaccinés, quand vous me le dites, moi, je réalise même pas. Et donc, parce que c'est pas légal, c'est ridicule, hein, on est toujours là avec nos arguments. Alors, c'est pas légal pour des milliers de façons, c'est pas légal parce qu'on peut vous sortir toutes les sources. Mais quand ça n'a plus de valeur, ça voudrait dire qu'on n'est plus dans un état de droit. Et il reste quoi? Parce que nous, on va toujours continuer, je le dis aussi pour les gens qui nous suivent, qui sont complètement déçus de la justice, aussi bien ici qu'ailleurs. Ils disent à quoi ça sert de faire ces recours? Mais moi, je leur dis, mais qu'est-ce qu'on fait d'autre? On est obligé de prendre les instruments juridiques que nous avons parce que peut-être il y aura des gens comme nous qui feront respecter la justice. Mais nous sommes allés très loin dans le déni de justice, aussi bien que dans le déni parlementaire. Quand on voit, je parle pour ce que je connais le mieux, le Parlement européen, quand on voit comment les lois, enfin les directives ou les règlements sont adoptés dans des fast-track procedures où, en fait, en 3 semaines, on fait ce qu'on aurait fait en 18 mois, c'est choquant. Et donc, c'est pas du tout pessimiste ce que je suis en train de dire, parce que c'est pas très joyful. Non, c'est réaliste. C'est réaliste, mais la solution, c'est qu'il faut qu'on continue le combat et qu'il soit systématique. Donc, vos plaintes au CSA, c'est parfait, il faut qu'on fasse la même chose, il faut qu'on attaque à tous les niveaux, aussi bien les médias qui abreuvent le peuple de fausses informations. Quand on vous dit 97% des gens hospitalisés ne sont pas vaccinés, ok, on parle de quelle unité? On parle de qui? Et il y a combien? 100%, c'est combien? C'est 4 personnes? Enfin, je veux dire, c'est délirant cette manipulation des chiffres. Donc, moi j'aurais quelques questions pour commencer, mais je vous en prie, interrompez-moi. Et également, Isa, hein, tu complètes. Vous parliez, je prends certains points que vous avez dit. Oui, pour la plainte sur les écoles, ça c'est super. Et comme on en a parlé, nous informons le public que ce sera mis en ligne dans la boîte à outils pour notre bon droit France, et on mettra en place la même chose par anticipation pour la Belgique. Et au Québec, ça existe déjà, donc on n'aura plus qu'à recopier les documents et vous les remettre. Donc, imaginons que oui, le gouvernement annonce, je sais, il ne faut pas anticiper, mais qu'on doit confiner les vaccinés en automne. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, moi, je veux bien qu'ils confinent les vaccinés. Hein, c'est les non-vaccinés qui vont confiner. C'est une bonne question. C'est une bonne question.
Parce que le problème, c'est que je pense que d'aller devant le juge administratif, vous avez bien remarqué que ça ne sert à rien. Non, Et je le dénonçais déjà en février. Toutes les décisions du Conseil d'État vont à l'encontre de tous les principes qui ont été soulevés depuis très longtemps. Donc, eh bien, il faudra se servir peut-être de mes travaux faits depuis février là sur le confinement pour trouver un autre type d'action. Moi, je pars du principe aujourd'hui, alors que à la base, je suis quelqu'un qui fait mon travail d'avocat comme un moine. Hein. Je suis pas du genre très médiatisé, vous avez pu le remarquer. Mais je pense aujourd'hui qu'il faut que les gens soient de plus en plus informés de leurs droits, parce qu'ils sont tout à fait en capacité de comprendre, de leur soumettre tous les principes, toutes les valeurs et tous les textes qui sont actuellement bafoués pour que déjà ils puissent se manifester devant tous les établissements qui les empêchent d'aller se faire soigner à l'hôpital, qui les empêchent d'aller d'avoir leur formation professionnelle. Voilà, il faut qu'il y ait un maximum d'outils pour que les attaques soient démultipliées. Je pense que c'est la seule solution, c'est d'utiliser nos médias, des associations comme la vôtre, pour transmettre et vulgariser le droit, et pour que ainsi les gens puissent s'en servir à chaque fois. Parce qu'en fait, le test PCR, là, de pouvoir être admis à l'hôpital parce que sur la base d'un test PCR négatif, mais enfin, je veux dire, ça sort d'où ça? Déjà, on ne doit pas discriminer sur la base sur la base de l'état de santé. Ça, c'est pénalement répréhensible. Mais un acte médical de type diagnostic doit au préalable recevoir le consentement libre et éclairé d'une personne. Si la personne refuse de donner son consentement à cet acte diagnostique qu'est le test PCR non fiable, eh bien, elle ne peut pas être préjudiciée sur la base des conventions internationales. Donc, d'où cette obligation qui est sortie de je ne sais où est légale aujourd'hui. En fait, il n'y a aucun caractère légal et les gens ne savent pas que quand même si on leur dit, ils ne le respectent pas, c'est ça le problème. Mais non, mais alors ben oui, mais il faut aller embêter les directeurs généraux des ARS en France, des agences régionales de santé, pour leur dire qu'ils n'ont pas le droit en fait de rejeter quelqu'un parce qu'il ne veut pas réaliser un acte médical de type diagnostic. Et ça, les gens, voilà. Et quand on fera ça à chaque fois, qu'à chaque fois qu'il y aura ce genre de choses, les gens auront les réactions pour dire non mais attendez, vous me racontez n'importe quoi, moi je sais qu'il y a ça, ça, ça. Voilà, les textes sont ceux-là, comme un booklet en fait, hein, que les gens vont finir par avoir, voilà, telle chose, telle boîte à outils, telle lettre. Et à force d'être embêté et de ne pas pouvoir répondre, et peut-être qu'on arrivera à avoir des résultats. Parce que comme vous dites, autant pour les juges que pour les fonctionnaires, il y a bien des gens quand même qui réfléchissent et qui ont des états d'âme et qui sont honnêtes, j'espère. Parce que sinon, parce que les actions en justice, on peut toujours les faire, mais il faut que ce soit des actions rapides. Parce qu'on peut pas attendre que des gens meurent parce qu'on peut pas les traiter. Enfin, ça sort d'où? Enfin, même comment un médecin peut accepter ce genre de choses? C'est intolérable, c'est contraire à leur code de déontologie. Et puis, il y aurait pas une possibilité d'aller à l'hôpital et de dire, attendez, vous êtes médecin, donc diagnostiquez-moi. À la base, c'est comme ça que ça se passe. Un médecin doit faire son diagnostic et sur la base de son tableau clinique, de voir si vous êtes malade. C'est pas un test normalement. Hein. Quand on va chez le généraliste, c'est lui qui indique à la base si on a une grippe, si on a autre chose. Depuis quand doit-on présenter systématiquement un test pour pouvoir être admis à l'hôpital ou en clinique? Est-ce que les médecins aujourd'hui savent encore faire leur travail? Je pense que oui.
Donc, c'est là, mais comment ça leur est rentré dans la tête, ça, que à la place de leur propre instinct, mais de médecin, il faut faire un test. c'est parce que justement, les gens ne se remettent plus en question et suivent aveuglément les directives. Par Voilà. rapport à ce que vous dites, nous, ce qu'on a mis en place, puisque notre droit, on l'a d'abord créé en Belgique, puis après, on a suivi avec le Québec et maintenant la France, c'est que ça fait déjà des mois qu'on a mis en ligne sur la boîte à outils juridiques pour la Belgique tous les formulaires, les démarches pour ne pas, voilà, si vous ne voulez pas consentir, vous ne devez pas faire un test, point, et on donne tout le corpus de loi. Le problème, c'est que le retour qu'on a en permanence, c'est que si vous ne faites pas ce test, vous n'aurez pas accès à l'examen. Et on a eu beau saisir telle ou telle direction, ils s'en moquent, ils s'en lavent les doigts. Et donc, c'est ça le problème. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut que l'ensemble des gens qui nous écoutent, et on vous le répète toute la journée, ne vous laissez pas faire. Le droit est de votre côté et nous vous donnons les instruments à cet égard. Mais il y a une grosse majorité, et on ne peut pas les blâmer. Ils se sentent seuls et isolés, et il y a un rapport de force. Quand vous avez imaginé, vous êtes en chimiothérapie ou je ne sais pas, et vraiment, ce n'est pas la bonne situation pour vous, c'est terrible ce que vous devez vivre. Et en plus, on va vous demander de faire des tests PCR. Les gens parfois n'ont pas les moyens, le courage ou l'énergie, et c'est ça qui est dramatique, parce qu'il faudrait que tout le monde attaque en même temps, enfin du moins les gens qui sont éclairés. Vous ne pouvez pas imaginer les cas qu'on reçoit par jour, de la maman qui vient de survivre d'une prééclampsie et qu'on vaccine le jour, 4 heures après qu'elle ait failli mourir. Enfin, j'ai trouvé ça exceptionnel. Que le bébé qui a 1 mois, il faut qu'il fasse un test PCR parce que peut-être il a un problème de hanche. Enfin, je veux dire, on est passé dans une autre dimension. Donc, nous sommes tout à fait d'accord avec vous et nous ferons notre maximum. Mais là, j'aurais une question. Par exemple, on a mis en ligne votre mémo, plus le courrier que vous aviez écrit, j'imagine, peut-être avec vos collègues du Corona Committee par rapport à la vaccination que vous pourriez utiliser dans les EHPAD ou face à votre employeur. Le problème, c'est que les gens sont complètement dans la peur et on nous dit, bon, j'attends pas la loi ou que ce que va dire le Conseil d'État vendredi. Je sais que si ça passe, je ne peux pas pouvoir passer outre parce que je serai hors délai pour la deadline du 15 septembre. Donc, je me fais vacciner demain. Et donc, c'est quelque chose qui revient souvent. Et on me dit, j'ai pas le choix. Et moi, j'ai envie de dire, oui, mais malheureusement, oui, vous avez le choix. C'est pas évident comme choix. Et je veux pas que les gens perdent leur travail. Moi-même, je suis dans la situation. Donc, je veux que personne perde son travail. Mais le truc, c'est qu'à un moment, il faut penser d'abord, les mesures anticipatives ou anticipées peut leur porter préjudice. Parce qu'imaginez, miracle, alors ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, vendredi, le Conseil constitutionnel retoque une partie ou une majorité de la loi. Moi, je ne le pense pas. Mais allons, parce que je suis pessimiste. Mais imaginons. Eh bien, tous ces gens se seraient fait vacciner pour rien, par anticipation. Je trouve ça dramatique. Donc, je sais, pour tous les gens qui nous écoutent, je sais c'est difficile et on n'est pas à votre place. On fait tout pour vous aider. Mais au moins, attendez de voir le texte final pour qu'on puisse agir ensemble pour voir quels sont les moyens pour vous aider. Parce que le prix à payer pourrait être peut-être tellement fort à terme que C'est c'est ce que pas j'allais dire. évident. Voilà. C'est exactement ce que j'allais dire. À quoi bon garder votre travail si dans 6 heures après l'injection, vous décédez? Vous le dites d'une façon drastique, j'essaie de le dire à plusieurs personnes, mais effectivement. Et alors, Parce que moi, en fait, j'ai des demandes, voilà, de personnes qui ont perdu leur conjoint comme ça. justement, Et voilà. Donc, il faut quand même se dire, est-ce que ma vie, voilà, est-ce que ma vie a plus d'importance que le travail, enfin, que mon travail actuel. Je sais bien que c'est pas si facile que ça parce que on a des enfants, parce qu'on a des crédits, mais je pense qu'il faut quand même essayer au maximum de patienter c'est ça. et de tenir. C'est ça. Jouer la De montre. tenir, voilà, et ne pas rentrer dans le jeu Mm. parce qu'on peut très bien trouver une autre solution et Exactement. on est nombreux à les chercher et on va peut-être en trouver une, peut-être ensemble. Voilà, Peut-être. donc je regrette parce que j'entends effectivement des gens dire ça. Et
et ne pas céder serait la meilleure solution parce que peut-être que vous ne perdrez pas votre travail, peut-être que ça va être le texte sera peut-être remanié autrement et peut-être qu'on trouvera surtout une autre solution d'ici là. C'est ça. Donc, il faut Voilà, jouer donc la j'aimerais, oui, Je vous en prie. juste un peu de patience. On va finir par trouver une solution, mais en attendant, ne mettez pas votre vie en jeu. Voilà, ne mettez pas votre vie en jeu. Ça n'en vaut pas la peine. Pour ceux qui ont des enfants, parce que je sais pas, et même ceux qui n'en ont pas, mais pour ceux qui ont des enfants, vous allez perdre votre travail si vous n'êtes pas vacciné. Mais si vous êtes vacciné et que vous décédez, vos enfants, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on en fait? Et pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ils ont aussi la famille, des amis, c'est un suicide. Voilà. Et donc, il faut tenir. On va trouver des solutions. C'est trop simple. Il faut tenir. Je sais que ça paraît comme ça saugrenu peut-être et que vous êtes dans un stress et dans une anxiété terrible. Souvent, les familles monoparentales avec des enfants, on ne sait pas trop comment faire, mais il y a toujours des solutions, toujours, et on peut les trouver ensemble. Et il faut vraiment pas céder. C'est pas le moment de céder. Il y a plein de gens dans la rue maintenant. Il y en a plein, il y en avait pas jusqu'à présent. Je comprenais pas pourquoi. Il y en a plein dans la rue. Il faut qu'on reste solidaires, soudés. On va trouver des solutions. Voilà, c'est ce que je souhaiterais dire. Vraiment, parce que c'est exactement le message qu'on essaye de faire passer, mais que vous le disiez vous, ça a une portée beaucoup plus grande et je vous en remercie du fond du cœur parce que quotidiennement, c'est ce qu'on essaye de faire passer comme message. Et moi, honnêtement, ça me fend le cœur. Je suis née à Marseille. Ça me fait tellement de peine de voir les gens qui se sont résignés parce qu'ils ne pensent ne pas avoir d'autre choix. Alors, je sais que c'est, comme vous le dites, délirant de dire oui, non, mais je vais pas perdre mon travail. Non, c'est pas ça le but. Mais il y a une autre voie. C'est ça. Jouer la montre, patienter. Déjà, on va voir vendredi comment ça tourne. Et par la suite, une fois que le test est définitif, nous, en tant que juristes ou avocats, on a les moyens de trouver une faille. Avant, on ne peut pas anticiper sur un texte final inexistant. C'est ça la difficulté. On peut attaquer de toutes parts après. Exactement. Vous savez, les employeurs, ils vont être très très embêtés. Vraiment très 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 embêtés. Et je vous assure qu'ils vont peut-être finir même par lâcher d'eux-mêmes, même s'il y a cette loi qui passe, parce qu'en fait, il y aura tellement de problèmes devant les prud'hommes. Ils vont s'attendre à des avalanches de procédures, parce que ça va être pour harcèlement, parce que ça va être pour extorsion, parce que ça va être pour abus de faiblesse, parce que ça va être devant les prud'hommes, pour secret médical, pour machin. Il va y avoir des tonnes de procédures. Parce que c'est normal, parce que c'est contraire à tout. Voilà, secret médical, l'employeur, etc. Voilà, il y a plein de choses qui ne vont pas. Et puis c'est du harcèlement si c'est à répétition. Donc quand on en a les preuves, attention. Oui, Attention. absolument. Pour les employeurs doivent vraiment, mais même avant l'adoption définitive de la loi, les employeurs doivent vraiment réfléchir. Que ce soit du service public ou que ce soit dans le domaine privé. Vous allez avoir énormément de problèmes. Oui. Parce qu'il y aura énormément de procédures. Oui. Et que vous n'avez rien à y gagner, à perdre vos employés. Et alors, moi, j'avais une question de procédure, justement, parce que ça peut intéresser les gens qui ne sont pas spécialistes du droit, donc j'aimerais que vous nous donniez la réponse. Imaginez que le Conseil constitutionnel, qui est normalement le dernier recours possible au niveau national, dise « Ah ben non, il n'y a aucun problème avec la loi ». Qui peut-on saisir au niveau européen ou international, enfin plutôt européen Est-ce qu'il y a encore un recours? Parce que les gens nous demandent beaucoup, donc je préférerais que vous répondiez. Mais je pense que ce serait, moi, de but en blanc comme ça, je pense à la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, moi aussi. Mais le problème, c'est comme vous le disiez, c'est le temps de la justice. Oui, parce que là, on est vraiment dans un cas d'urgence sanitaire pour le coup, mais à cause de nos gouvernants. Donc, en fait, je pense que la solution sera peut-être sur toutes les petites affaires qui vont être entamées par tous les employés aux quatre coins de France, en fait. Et quand il va y avoir de la jurisprudence et qui va aller dans le sens inverse de cette loi, ça va être utilisable. Voilà, c'est ce que je me dis. Mais il va falloir quand même réfléchir
à une refonte de notre système. Et là, bon, ça sera une question politique, mais je pense que, et donc voilà, mais il va falloir réfléchir vite. Absolument. Non, mais je suis Parce que d'accord. ça fait partie de la solution. Là, on n'est plus dans un système qui fonctionne. Euh, et une fois qu'on a vraiment acquis la conviction qu'il n'y a plus de séparation de pouvoir en France, Oui, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789 le dit bien, pas de séparation des pouvoirs, pas de constitution. absolument. Oui. Voilà, donc il va falloir quand même réfléchir en parallèle. Voilà, en dehors des procédures qu'on va devoir mener, parce qu'il va falloir soutenir les personnes qui vont être en difficulté après cette décision du 5 août. Bon, comme il y a effectivement une plainte qui a été déposée par je ne sais qui contre le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, parce que son fils travaille chez McKinsey. Et c'est McKinsey qui conseille notre président concernant la campagne vaccinale. Il y a quand même des intérêts étranges là et il y a une plainte. Oui. Donc ça, c'est intéressant à suivre aussi. Voilà. Tout à fait, mais ça fait partie de l'attaque, du moins l'approche systématique d'attaque qu'il faut attaquer à tous les niveaux. Mais je ne sais pas votre ressenti, vous pensez qu'on a des chances vendredi ou c'est perdu d'avance vu les personnes qui comptent? C'est difficile à dire, hein, je sais, moi on me demande mon avis personnel, moi je suis pas du tout optimiste, mais bon, ça c'est mon côté un peu réaliste et cynique, mais peut-être je me trompe, puisque c'est le dernier rempart et le but du Conseil constitutionnel, c'est quand même de défendre la Constitution. Mais bon, parce que c'est tellement évident, vous avez une analyse qui correspond à ce qu'on a vécu pendant 1 an et demi. Tout ce que vous avez pu voir. Et c'est votre conclusion. Et je ne peux pas en avoir une différente. J'aurais préféré. Malheureusement. Voilà. Je me dis que c'est uniquement sur la base de cette plainte contre le président du Conseil constitutionnel qu'il peut y avoir quelque chose qui peut un peu modifier la décision finale, mais je n'ai pas trop d'espoir. Et dites-moi, est-ce qu'il y aurait moyen, parce qu'on a le même problème en Belgique, et je vois, je ne sais pas si vous avez vu, et je le dis aussi à nos amis du public qui nous suivent très nombreux en ce moment, même si c'est l'après-midi, qu'il y a des groupes j'en avais vu beaucoup donc aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais il y a des groupes qui se sont formés sur Facebook sur recensement des effets secondaires de vaccination Covid chez les francophones. Et bon, moi, ça ne m'a pas choquée parce qu'il y en a des milliers et des milliers, et c'est ce qu'on suit depuis des mois avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Mais le retour qu'on a, c'est que le signalement, comme vous le savez, dans le cadre de la pharmacovigilance, le signalement des effets secondaires ne fonctionne pas du tout. Les médecins décident s'il faut signaler un événement post-vaccinal ou pas, alors qu'ils n'ont pas à décider, ils n'ont pas à décider du lien de causalité. Ils doivent juste signaler tout effet post-vaccinal, ce n'est pas du tout le cas. Et certaines personnes nous ont, puisqu'avec Isabelle, on a mis en ligne comment faire en Belgique pour signaler nous-mêmes les effets secondaires sans passer par le médecin, parce qu'il y a des formulaires. Sur le site français aussi, sur le site canadien aussi. Je l'ai mis partout et j'ai mis chaque fois le bon lien. Le problème, c'est qu'ils reçoivent, certains nous ont dit qu'ils ont reçu des messages automatiques disant qu'on ne pouvait plus prendre en compte leurs demandes. Je confirme, le professeur Perron le dit également. Oui, mais alors on attaque. Est-ce qu'il faut attaquer ça? C'est pas possible. Mais normalement, pour moi, des déclarations doivent être automatiques. Je pense qu'il n'y a pas pour moi, il n'y a pas d'appréciation en fonction du médecin. S'il y a des effets secondaires, il faut les déclarer. Et il n'y a pas normalement ces messages automatiques pour dire non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Normalement, on doit déclarer et mettre les moyens. Mais pour que les moyens soient mis en place, encore faut-il qu'il y ait une volonté derrière. Oui, voilà. Et donc oui, c'est effectivement, on pourrait regarder ce qu'il est possible de faire de ce point de vue. Mais voilà pourquoi on n'a pas les chiffres réels.
La pharmacovigilance telle qu'elle existe aujourd'hui, on sait bien à quoi elle sert. Elle sert plus au laboratoire pharmaceutique qu'à la population, encore une fois. Si on voulait savoir exactement ce qui se passe, on serait beaucoup plus rigoureux. Moi, Et ce là, qui m'a c'est choqué, pareil pour les décès, si je peux me permettre, je vous en prie. justement, j'ai mon confrère avec qui je travaille, Jean-Pierre Joseph, qui a fait un article sur le sujet et qui disait pour les familles des gens qui malheureusement sont décédés avec une grosse suspicion de suite du Covid, du vaccin, il faut faire des autopsies, demander l'autopsie parce que mettre en place parce que les conséquences de ces injections sont catastrophiques et on les retrouve dans toutes les cellules du corps et c'est un moyen de démontrer que c'est bien une conséquence de l'injection. Tout à fait. Moi, ce qui m'a choqué, maître, si je peux faire une parenthèse avant de parler du niveau européen, puisque je vois des questions dans le feed. Personnellement, ce qui m'a choqué, c'est, vous avez vu l'approbation par l'EMA de Moderna, donc pour à partir de 12 ans. Bon, il faut le lire. Je sais que la plupart des ressources que nous mettons en ligne, les plus intéressantes, malheureusement, sont en anglais. On ne peut pas tout traduire. En général, on vous fait un résumé, un condensé. Mais pour l'autorisation de l'EMA, ce qui était très choquant, c'est qu'en fait, l'EMA a dit oui, le vaccin il est efficace, il n'y a aucun problème. Mais nous n'avons aucun recul ou possibilité de dire, je n'ai pas le texte exact en mémoire, c'est en anglais, par rapport aux effets secondaires, puisqu'ils expliquent que le trial group, donc le groupe d'essais cliniques, était trop petit. Donc en fait, on se retrouve dans une situation où l'EMA approuve d'une manière conditionnelle Moderna pour les 12-15 ans, mais en fait, ils n'ont aucune idée des effets secondaires. Et moi, je trouve, là, encore une fois, ça correspond à ce qu'on voit dans tous les autres domaines. On est passé de l'autre côté. On n'est plus du tout dans quelque chose qui fait sens. Et alors, j'aurais une question. Est-ce qu'on peut attaquer l'EMA? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a moyen d'attaquer l'EMA ou saisir la commission? Mais bon, en même temps, c'est la commission qui décide quand l'EMA prend une décision. Mais est-ce qu'il y en a un moyen, des outils contre l'EMA? C'est ça qu'il faudrait réfléchir. Je vous le soumets sous la table. C'est venu très... sur le fait de donner des autorisations conditionnelles de mise sur le marché alors que on n'a pas de données. C'est ça. Oui, ça rejoint en fait l'étude de Catherine Fradet sur de l'Institut Cholet là, concernant déjà les autorisations conditionnelles de mise sur le marché des 4 injections pour les adultes, et qui disait qu'il y avait de graves problèmes à ce sujet. Et on retrouve donc le même avec ceux qui concernent les adolescents. Oui. Donc c'est à étudier. Je ne veux pas vous répondre comme ça, mais pourquoi pas. Non, je comprends. Ce serait une bonne idée. Des avocats américains, eux, avec qui on travaille, ont même essayé d'attaquer la FDA d'une façon similaire. Parce que justement, et ça recoupe les recours que Renate a fait. Oui, c'est ça. C'est la même chose, sauf que oui, c'est intéressant, oui. Mais en fait, je pense qu'est en préparation recours aussi contre l'autorisation conditionnelle de mise sur le marché pour les enfants. Oui, ça, donc ça va dans ce sens-là aussi. Maintenant, quand est-ce qu'on aura la décision? Là, à la Cour européenne de justice, ça peut prendre... Allez, franchement, 2 ans, je sais pas. C'est des délais extrêmement longs. Et donc là, malheureusement, c'est pour ça ce qui me gêne. C'est ce qui me gêne énormément dans les conditions actuelles. C'est normal en fait. Vous avez remarqué la commission, c'est la Commission européenne qui a signalé la France parce que toutes les lois qui passent depuis mars 2020 sont en procédure accélérée. Oui, mais j'ai tous ces textes sont pris en 3-4 jours. Le texte sur le confinement a été voté en 4 jours. En mars. Personnellement, j'ai trouvé ça très hypocrite. Oui, bien sûr, puisqu'ils font la même chose.
c'est la commission qui pousse pour que le Parlement Oui, en je fait, sais bien. accepte. J'ai trouvé ça Bah, ce très qui s'est positif. passé sur le pour le pass sanitaire, enfin Absolument. le Mais là, on a mis certificat digital, là. 3 mois. Oui, Pour le règlement vaccin OGM, ils ont mis 3 semaines. C'est-à-dire que pour ceux qui nous écoutent, en général, un accord en première lecture, ça prend 18 mois. Et il y a une analyse juridique sur le fond substantiel de la proposition mise sur la table par la Commission européenne. Et on prend le temps au niveau du Conseil et du Parlement, et ça passe en commission parlementaire. Il y a un premier jet du rapporteur, après il y a des amendements, puis après encore des amendements, puis après on vote une fois. Et après, si on n'est pas content, eh ben, on vote une deuxième fois, on passe directement en seconde lecture, mais après on négocie avec le Conseil, ça peut prendre 1 an et demi, et là 3 semaines. Donc on peut se poser c'est des questions, ça. puisqu'on skip tous les pas, c'est très délicat, c'est très difficile. Bah, là, Mais je me demande très sérieusement, enfin, euh, on a des accélérations, en fait, des accélérations de l'action et moi, je me demande si ce n'est pas pour que tout le monde soit injecté avant que le nombre de morts soit trop connu, en fait. Mais oui, je comprends bien, mais une fois que c'est connu, les gens vont pas rester là, se dire ah ben tant pis, ils se sont trompés, on n'avait pas les données. Ça crée le terrain Bah, de la révolte à un moment. c'est une fuite en avant, oui. Bon, après, on a quand même Monsieur Attali qui souhaitait qu'on ait une révolution en 2022. Alors, est-ce que c'est pour ça? Il est visionnaire, Monsieur Bébé. Très Il visionnaire. est, disons qu'il n'est pas visionnaire, il est juste le bras droit de Bilderberg. Oui. C'est juste le représentant de Bilderberg qui est là aux côtés de tous les présidents français depuis plusieurs décennies. Et en fait, c'est pas une boule de cristal, c'est juste que il maîtrise le calendrier avec le groupe Bilderberg. Oui. Voilà, voilà, et c'est la vérité. On peut, enfin, Non, on tout à peut pas fait. nier. C'est pas de la c'est pas du complot. Voilà, c'est dans les faits. Bon, ça se vérifie. Et Donc, surtout, quel est l'objectif puisqu'il n'est pas sanitaire? je ne sais pas, le Société contrôle. de tout contrôle. Mhm. Oui. Et surtout, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les gens nous disent ah ben c'est bon, on va être sauvés puisque au niveau européen, il va y avoir l'approbation de ces 4 remèdes reconnus contre le Covid et la mise, la mise d'autorisation sur le marché conditionnel va tomber. Alors malheureusement, dans mon côté très réaliste et cynique, je dirais non, au contraire, ils feront tout pour avoir l'AM définitive avant la mise sur le marché de ces remèdes, malheureusement. Donc je pense que ça ne changera rien du tout. Surtout, rappelez-vous bien, je lis dans le feed, hein, Pfizer et Moderna ont déjà demandé l'AM définitive à la FDA. Et Pfizer, Moderna, je pense que c'est la même chose, mais je pense que Pfizer a demandé en premier pour avoir l'AM sur les 6 mois, 11 ans. Donc tout le monde y passe, hein, même les bébés. Voilà. Par rapport à la question, la CEDH, c'est la Cour européenne des droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Ce n'est pas un organe de l'Union européenne. Et oui, il y a des recours. La jurisprudence de la Cour fait partie du corpus qui est repris dans les traités de l'Union européenne et dans la Charte des droits de l'Union européenne. Donc voilà, c'est pour ceux qui ont posé la question. Pardonnez-moi, je regarde. Isabelle, si tu as une question entre-temps, je regarde. Oui, il y a beaucoup de questions, mais c'est les mêmes. Ah oui, on nous demande, est-ce que vous prenez des cas particuliers, maître? Est-ce que vous avez le temps de prendre des cas individuels? J'ai beaucoup de mal en fait à prendre des cas individuels en ce moment. Et c'est vrai que je préfère être honnête parce que je n'aime pas faire traîner les dossiers. Donc si je peux pas les traiter rapidement, ça me gêne. Donc je préfère être ouais. Mais nous comprenons, et c'est pour ça aussi que nous avons fait appel à vous, parce qu'on savait très bien votre expertise, mais aussi parce qu'on essayait également de vous aider justement pour essayer de centraliser les demandes qui se recoupent, et via la boîte à outils et les documents que vous mettez en ligne, on peut déjà essayer de déblayer et d'aider un maximum de personnes.
C'est mon objectif aussi, oui. Je me suis dit pour aider un maximum de personnes, qu'il était préférable de mettre à disposition des modèles que tout le monde pourrait s'approprier. Parce que là, encore une fois, on est vraiment dans une situation inédite. Et c'est vrai que bon, les avocats qui se chargent de ces dossiers ne se font pas trop connaître aujourd'hui. Donc, ce n'est pas évident. Mais je pense que si une personne va voir un avocat avec les éléments que nous donnons, bon, à part va tomber sur un avocat récalcitrant qui est pas du tout d'accord avec avec notre position, mais il a les outils en plus des siens et il sera à même de défendre le dossier. C'est dans ce sens-là. Comme notre cellule a énormément travaillé sur la situation, on peut faciliter et gagner du temps, faciliter le travail des autres confrères. C'était un peu le but. En fait, on part voilà, à l'urgence comme on peut, voilà, comme on peut. Mais c'est vrai que je n'ai pas trouvé à l'heure actuelle d'autre solution que de faire de créer des outils collectifs avec mes confrères, avec mes collègues juristes pour aider un maximum de monde. Et c'est tout à votre honneur. Merci beaucoup. Parce que sinon, on aurait beaucoup de difficultés puisqu'on ne connaît pas forcément toutes les subtilités de chaque droit national qui s'applique. Heureusement qu'on a des personnes comme vous prêtes à aider et à mettre en commun et gratuitement aussi, parce que c'est fondamental, votre mission. Vous voulez vraiment aider les gens et le public, et ça fait toute la différence, et on est vraiment honorés, mais on vous remercie vraiment au nom de tout le public et tous les gens qui nous contactent tous les jours à la recherche de réponses et d'aide, parce qu'ils sont vraiment désespérés. Et comme je vous l'avais dit, juste pour vous donner un exemple, on a eu le cas de cette femme. Ça a été repris par Maître Devitio, je pense, mais nous aussi, on a été contactés 2-3 fois, là, depuis hier, des femmes enceintes. Alors, je le dis au public, pour qu'ils sachent, on en parlait au début, à qui on demande de faire, de se vacciner, pardon, avant l'accouchement, parce que si elles ne sont pas vaccinées, elles seront séparées de leur bébé, une fois que le bébé est né. Alors, on passe encore une fois dans des choses qui sont absolument inadmissibles et carrément, c'est du délire. Enfin, je veux dire, Là, ça fait partie du problème de ces injections et des tests et des masques. Il y a un problème global on aura la solution tôt ou tard, on saura vraiment. Mais on a quand même l'oxyde de graphène. Il y a une étude qui vient de sortir qui dit que sur une étude de 30 jours sur des rats, en fait, ces rats ont perdu 50% de leur fertilité avec l'oxyde de graphène. On a des gynécologues qui appellent au secours parce que les femmes ont des problèmes de menstruation, que des femmes, de nombreuses femmes font des fausses couches après les injections, accouchement de bébés décédés. Et donc, je me pose des questions vraiment très importantes sur ce qu'ils essayent de faire. Parce qu'on sait qu'il y a d'autres molécules dans ces injections qui sont aussi stérilisantes. Et comme donc cet oxyde de graphène est sur les masses, sur les goupillons de tests PCR et dans les injections, il y a vraiment de fortes suspicions de volonté de stériliser les personnes et de faire perdre leur bébé aux femmes enceintes. Donc ça, en plus, à la naissance, lors de l'accouchement, voilà. C'est délirant. Oui. Mais ça recoupe, si je peux me permettre. On avait mis déjà en ligne, donc essayez de voir, parce que Isa, elle a une patience d'ange avec moi, elle met tout en ligne, tous les documents qu'on a compilés, et vous retrouverez la pétition de Yidon et Mogarts à l'EMA en décembre 2020, qui justement ont saisi l'EMA d'urgence pour empêcher la commercialisation des vaccins Covid tels qui ont été acceptés au niveau européen par la suite. Et ça recoupe ce que vous dites.
pas forcément par rapport au graphène, mais par rapport à la protéine spike. Ils ont beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Nous avons la chance d'être en contact directement avec le professeur Yeadon. Et c'était cette histoire de protéine spike qui, dans une certaine mesure, peut justement créer une réponse auto-immunitaire. Isabelle le dira mieux que moi, je vulgarise au maximum, et qui pourrait par exemple atteindre la syncticine 1. Donc ça créerait une réponse immunitaire. Ça a été le cas chez les souris. Et en fait, ça détruit le placenta. Voilà. Et donc, à partir de là, c'est pas que vous êtes stérile, mais dès que vous tombez enceinte, vous pouvez pas développer un placenta. Donc, c'est quelque chose de dramatique. Et une de nos collègues de Réinfo Covid, on la citera pas parce qu'elle préfère rester anonyme, a fait cette analyse et on l'a mis en ligne la semaine dernière. Elle a repris les rapports et les données brutes qu'elle a pu trouver sur la pharmacovigilance et sur les cas qui avaient les données qu'on a par rapport aux vaccinations de femmes enceintes. Et alors le taux de fausse couche et d'avortement spontané n'est pas du tout celui qui est annoncé. Quand vous avez vu la propagande honteuse du ministre de la Santé qui est allé vacciner une femme enceinte, enfin je veux dire c'est du délire devant les caméras pour dire voilà vous risquez rien, c'est criminel. Et en plus, il s'expose en termes de responsabilité. Les statistiques avancées par les médias ne sont pas du tout les mêmes qui sont réelles. Et je vous demande de regarder, les gens qui sont intéressés par le sujet, de regarder ce qu'on a mis en ligne la semaine dernière à ce sujet. C'est effarant, c'est affolant. Mais ce qui est affolant, c'est qu'une femme enceinte ne peut prendre quasiment aucun traitement habituellement. D'ailleurs, il en est de même pour les écoles. Vous voyez bien, même même du sérum physiologique, ils n'utilisent pas pour les enfants habituellement. Puis là, maintenant, ils voudraient injecter des produits expérimentaux aux enfants, quoi. Et c'est la même chose pour les femmes enceintes. On sait très bien qu'il y a très peu de traitements qui peuvent être mis en place pour les femmes enceintes habituellement. Donc c'est une aberration totale. Et aussi, si vous vous référez, on les a gardés précieusement toujours. Ah, Stéphanie nous a quittés. Ah, la pauvre. Bon, eh bien, j'étais en train de mettre en ligne la pétition de Yeadon l'année passée, comme ça vous le retrouviez plus facilement. Ah, voilà, Stéphanie est de retour. Pardon, j'ai été déconnectée. Tu as été déconnectée, oui, voilà. Tu es de nouveau parmi nous. On les a gardés précieusement parce qu'on s'était très étonnés. On était très étonnés avec Isa. Quand l'EMA avait donné son autorisation, elle produit un guide pour le patient et pour les médecins. Ce guide existait évidemment déjà au niveau américain, canadien et UK, puisqu'ils avaient donné l'autorisation avant. Et donc, il y a tout un paragraphe, des pages et pages entières, une section pour expliquer qui ne peut pas être vacciné, sur la base des données, évidemment. Donc, on l'a mis en ligne, donc vous pouvez regarder à nouveau, mais ça remonte. Donc, il faut aller un peu chercher. Si je le retrouve, je le mettrai à nouveau. Et donc, vous voyez toute une liste. Donc, on n'a aucun recul sur la fertilité, aucun recul sur les femmes enceintes. Si vous voulez procréer, ne prenez pas le vaccin ou alors attendez 6 mois. Enfin, il y a des délais, des personnes qui sont allergiques. Il y a des paragraphes entiers de gens qui ne peuvent pas se faire vacciner. On nous dit que les personnes, on n'a pas du tout une idée du potentiel, comment on dit, cancérigène. On n'a pas du tout d'études sur les effets sur les cancers. Et là, d'un coup, ça c'était jusqu'en février. Puis après, pouf, par magie, il n'y a plus aucun problème. Quand on entend le ministre de la Santé qui dit « Oh, il y a peut-être 10 cas en France de personnes qui ont une allergie qui empêche la vaccination en tant que contre-indication », que presque c'est l'État qui va décider qui a une contre-indication ou pas, et pas le médecin traitant, c'est ce qui est hallucinant. Il y a des gens qui nous écrivent en nous disant « Voilà, mon médecin, parce qu'il y a des médecins éclairés, qui m'a fait une contre-indication vaccinale parce que j'ai fait telle ou telle réaction, voilà. » Et là, on me demande, est-ce que l'État pourra refuser mon certificat médical suite si vous voulez, aux sorties publiques du ministre qui dit, en fait, il n'y a que 10 cas en France, rarissime, des gens qui sont allergiques au PEG, ça n'existe pas, il n'y en a quasi pas. Donc, on est dans une situation absolument délirante. Et quand on se réfère aux documents qui ont été publiés initialement, on voit qu'on a déjà shifté 6 mois plus tard dans quelque chose d'autre en termes médiatiques et en termes de sécurité. Il n'y a plus aucun risque. Sauf qu'entre-temps, il y a eu tous les effets qui se sont déclarés chez les gens puisqu'on est dans un essai clinique. Et ces gens-là, ils font partie de l'essai clinique. Et il y a eu des effets
de plus en plus, puisqu'on a vacciné de plus en plus de gens, même si la pharmacovigilance ne marche pas, comme vous l'avez dit, si on se réfère sur le rapport de Eudra-Vigilance, on voit les effets catastrophiques de la vaccination, mais tous les problèmes ont disparu. Et je trouve qu'il y a des données qui sont très intéressantes, mis à part celle du CDC, il y a celle de UK Yellow Report, de Weekly Report. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que j'ai l'impression que nos amis britanniques sont beaucoup plus transparents parce que là, on a vraiment des données beaucoup plus efficaces et beaucoup plus réelles. Donc oui, je suis affolée et j'invite le public à aller consulter leur médecin et de discuter avec eux. S'ils ont des contre-indications médicales, il ne faut pas qu'ils aient peur de les marquer parce que c'est leur devoir. Voilà, c'est leur devoir. Tout à fait. Tout à fait. Et je pense que ce serait pas mal en fait de rendre vraiment visibles ces données de pharmacovigilance tout le temps. Que ça soit le plus visible. Parce que comme le consentement n'est pas du tout éclairé aujourd'hui, enfin, on peut pas demander à quelqu'un un consentement sans lui dire quels sont les effets secondaires constatés à ce jour et les décès. Personne n'a donné son consentement éclairé à ce jour. Non. Surtout en voilà, l'absence même s'ils ont même avec signature d'un document, même avec un document, démontrez-moi que le consentement a été éclairé. Mais il ne peut pas, on n'a même pas la composition complète du vaccin. Bah non. On a demandé à l'agence nationale en Belgique, hein. Enfin nous non, on peut plus parce qu'ils ne prennent plus de demandes de citoyens, il faut passer par des médecins. donc ils ont demandé et la conclusion c'était, en fait, cette donnée, c'est-à-dire la composition des ingrédients du vaccin, n'est pas pertinente pour le public parce que c'est trop technique et médical, ça ne les intéresse pas. Donc ça, déjà on prend les gens pour des débiles. Et deuxièmement, c'est pas pertinent non plus parce que c'est soumis au secret d'affaires. Donc, du moment où le secret d'affaires prime sur la santé publique, je ne vois pas juridiquement en droit comment, à la base, on peut consentir librement. Imaginez, vous êtes allergique, j'ai n'importe quoi, à la tomate. Il y a un extrait de tomate dans le vaccin Covid. Vous faites un choc anaphylactique et vous mourrez parce que vous ne le savez pas. Vous ne pouvez pas consentir jamais. Alors, c'est vrai que certains médecins en Belgique ont dit, c'est pas un problème. C'était dans les médias, hein, je vous assure. Moi, ça me fait rire tellement c'est dramatique. C'est pas un problème. Vous faites un choc anaphylactique, on essaiera de vous ranimer. C'est pas une blague, hein, c'est ce qu'ils ont dit tel quel, tant pis, vous le faites quand même, et on vous ranimera. Peut-être, enfin, il n'a pas dit peut-être, mais c'est ça qui était implicite. Et je trouve ça dramatique, voilà. Donc, et c'est d'ailleurs pour rappeler à notre public, c'est sur cet argument-là d'impossibilité juridique de consentement éclairé que nous allons attaquer la vaccination des 16-17 ans et que nous allons attaquer la vaccination des 12-15 ans. Du moins, en Belgique, c'est ça qu'on peut faire. Donc voilà. Je ne sais pas si on a d'autres questions dans le chat, Isabelle. Écoute, non, on a fait le tour. J'ai réussi à retrouver les 2 liens dont tu parlais. Je les ai mis dans le chat. Mais voilà, la grande inquiétude, c'est effectivement comment est-ce qu'on va réussir à gérer la rentrée scolaire avec ce qui nous pend au nez, hein. En tout cas la reprise en octobre, avec le fait que c'est un saisonnier qui va revenir sous une forme différente et que d'office, personne ne sera protégé, puisque de toute façon, les produits là, expérimentaux qui nous injectent aujourd'hui sont fabriqués sur base du variant alpha, donc la première souche, et que vu que c'est un saisonnier, personne ne sera protégé. Donc, encore une fois, comme rien n'a été fait pour résoudre les problèmes structurels du système de soins de santé, que ce soit chez vous en France ou chez nous en Belgique, on va se retrouver exactement dans la même situation que l'année passée. Sauf si c'est voulu, hein, c'est sciemment. Bien sûr que c'est voulu, parce que du coup, on pourra pointer du doigt le bouc émissaire. C'est toujours beaucoup plus facile de sortir de l'impasse dans laquelle ils se sont mis en pointant du doigt un bouc émissaire sur qui tout le monde va… Enfin, les ficelles sont tellement visibles que c'est étonnant que personne ne les voit. Mais je pense qu'effectivement, le lavage de cerveau par les médias a été très, très efficace aussi. Cette propagande a fait plus de mal qu'autre chose. Et puis, il y a une déconstruction totale de notre système de santé. De toute façon, c'est voulu. Hein. C'est voulu, tout doit être privatisé. Donc, BlackRock n'est pas loin derrière. Et il faut bien modifier. Là, c'est la marche forcée. La marche forcée. Oui, tout à fait. Ce que je trouve extraordinaire, pardon Isa, juste pour faire une parenthèse, pardonne-moi, c'est par rapport à l'immunité dont tu parlais, Isabelle, pour l'automne.
moi, je suis les dossiers de près, puisque voilà, c'est mon travail aussi. Comme vous le savez, dans le cadre du certificat numérique européen, le critère d'anticorps n'est pas retenu comme critère de guérison. C'est la commission qui doit décider sous 4 mois après l'entrée en vigueur le 1er juillet 2021, donc à partir du 1er novembre, doit décider si elle ajoute ce critère-là via des actes délégués. Je trouve ça fantastique que dans la nouvelle médecine, je ne sais pas comment l'appeler, dans la nouvelle réalité, les anticorps naturels ne sont pas pris en compte, alors donc pour prouver que vous avez été guéri d'un Covid, il faut montrer que vous avez des anticorps. Dans la revue Nature, et ça aussi on l'a posté, si tu le retrouves Isabelle, ce sera intéressant pour les gens, bon c'est en anglais, mais en fait il est de plus en plus prouvé ou probable, démontré que les personnes qui ont eu de la Covid sont immunisées pour plusieurs années, si pas à vie, contrairement à ce qu'on nous disait au début. Voilà. Et on se retrouve dans des situations où il y a des médecins qui veulent vacciner, qui disent qu'il faut absolument vacciner les personnes qui ont déjà eu le Covid et qui ont des anticorps, ce qui est très dangereux. Et par ailleurs, ceux qui ont des anticorps, on va leur dire non, vous n'êtes pas immunisés et vous êtes des parias de la société, alors que la base d'un vaccin, donc on n'est pas dans un vaccin ici, mais la base d'un vaccin, c'était de créer via la réponse vaccinale des anticorps. Donc on est en train de dire que des anticorps vaccinaux sont plus importants ou pertinents que des anticorps naturels qui sont pourtant la base de notre immunité. Donc je trouve ça, parce que c'est ça que tu disais, Isa, plus personne capte, mais là on est passé encore à autre chose, c'est que la science n'existe plus. Mais ça, c'est merci l'OMS. L'OMS a changé la définition de l'immunité. Avant, il y avait l'immunité naturelle et le vaccin. Maintenant, il n'y a plus que le vaccin. Que l'immunité vaccinale, tout à fait. Oui. Et à côté de ça, on voit qu'effectivement, la pression sur les remèdes naturels qui fonctionnent devient de plus en plus forte, puisque les huiles essentielles sont nouveaux dans le collimateur. On m'a transmis il y a encore peu de temps une réponse d'un professionnel de la santé, je mets ça entre guillemets parce qu'à ce stade de réponse c'est tellement effrayant que ce sont des gens qui ne méritent plus ce titre, mais qui comparait les nutriments, vitamine C, vitamine D, zinc, en fait tous les nutriments qui ont montré leur efficacité, que ce soit en prévention comme en curation, et les a comparés à de l'eau sucrée. Mais la désinformation est complète à ce niveau-là. Or, il est évident que si on veut sortir de cet enfer, c'est la prévention qui prime, et la prévention, elle passe par l'alimentation, le sport, la bonne oxygénation, bref, tout le contraire de ce qu'on a fait. Et ça, jamais on ne vous l'a dit. Jamais. Non. Le ministère de la Santé doit être... c'est la première chose qu'il aurait dû dire. D'ailleurs, on n'enferme pas toute une population parce que justement sur cette base, il faut se mouvoir, il faut pouvoir échanger justement pour faire fonctionner son système immunitaire et puis s'immuniser les uns les autres. D'ailleurs, c'est une étude justement sur le confinement qui était intéressante et qui disait que le confinement est vraiment très nocif parce que sans confinement, la population jeune attrape le virus le plus fort, avec la plus forte charge, se passe et font baisser la charge, et ensuite les personnes âgées apparemment donc ne récupèrent que ce virus avec une charge virale moins importante, quoi. Ouais. Et donc le confinement n'a pas permis en fait que le système immunitaire fonctionne correctement au sein de la population, quoi. Et tout à fait. Et le risque qu'on a, et Isabelle, peut-être, il faudrait qu'on refasse, quand on reprend nos lives, les lives d'après l'été, les lives plus longs, de faire une nouvelle session sur l'immunité, si on peut, parce que justement, comme dit Maître Déa Rojo, il y a ça, mais non seulement les dernières nouvelles qu'on reçoit des équipes de recherche au niveau du Royaume-Uni, tire la sonnette d'alarme en nous disant qu'on risque d'avoir des épidémies gravissimes à l'automne, mais vraiment mortelles, de grippe. C'est ce qui se passe déjà en Israël, c'était là quand tu vois que un lien qu'on a aussi partagé ici au mois de juillet récemment, où les pédiatres israéliens tiraient la sonnette d'alarme parce qu'ils voyaient arriver des gamins en plein été avec des maladies d'hiver,
ce qu'on voit pas. Normalement, en été, avec le beau temps, même s'il fait dégueulasse en Belgique, mais normalement, en été, toutes ces maladies-là sont absentes. Et là, subitement, avec un système immunitaire qui est peut-être, je le dis peut-être parce que je n'ai pas de certitude, c'est des certitudes personnelles, mais un système immunitaire qui a été mis à mal par un produit expérimental qu'on ne connaît pas, le fait qu'effectivement on respire tous sous masque notre propre CO2 et qu'on s'affaiblisse, qu'on n'ait pas eu l'occasion de mélanger nos germes, et que c'est ça qui fait que notre système immunitaire grandit, hein, c'est le système acquis, ce système immunitaire acquis, comme son nom l'indique. Pour qu'il s'acquiert, il faut qu'on rencontre les germes. Et donc, voilà, ça fait apparaître en plein été des maladies qui ne devraient pas être existantes. Le problème est déjà présent. Et puis, sans compter ce qu'on trouve dans les masques, Ah oui. les germes, les bactéries, les champignons, en fait. Hein. Oui, Il y a oui. eu des cultures faites, c'est affreux ce qui se trouve dans les masques. Ouais, ça fait. Il suffit de voir les conditions de fabrication. Hein. Ce sont des petites vidéos qui sont censurées par Facebook, mais où on voit qu'ils sont fabriqués dans des usines au Pakistan, en Afghanistan, dans un pays exotique. Ce sont dans des masures au sol de terre, et les masques sont jetés par terre au fur et à mesure qu'ils sont faits. Et après, on met ça sur notre nez en nous disant que ça va nous protéger d'un virus dont la létalité dépasse pas les 0,05% pour les personnes en bonne santé. Oui, et puis on sait très bien que ça passe à travers, donc. Oui. En plus. Mais de toute façon, les médecins, les chirurgiens, et un chirurgien de Réinfo Covid qui le dit parfaitement, on utilise les masques dans les, comment dire, dans les blocs opératoires, oui, nous sommes assis et c'est très bien ventilé. Et puis dès qu'on sort, on enlève ça par les élastiques. C'est pas du tout approprié pour des gens, je ne sais pas, qui sont en caisse toute la journée ou qui sont en train de faire des efforts, des travaux à l'extérieur. Enfin, rien. Enfin, et puis on parle même pas des enfants. Absolument. Voilà. C'est pour ça qu'il va falloir nous préparer, mais nous préparons, mais aider le public à bien comprendre que, voilà, le simple rhume, c'était le virus, maintenant je me rappelle de ce que tu as dit, Isabelle, de la gastro-entérite, là, le rorovirus, j'ai oublié lequel c'était. Il y a celui-là, plus tous les virus respiratoires, qui sont des virus respiratoires habituels qu'on voit apparaître fin octobre, début novembre, et qui sont présents en Israël en plein mois de juillet. Voilà. Et là, on risque d'avoir une nouvelle manipulation avec une saturation des hôpitaux, des urgences pour ces autres maladies. Et alors, c'est évidemment, si on a encore les tests PCR, évidemment, j'ai vu que le CDC changeait la position à partir du 31 décembre 2021 parce qu'ils se sont aperçus, c'est très très curieux qu'ils s'en aperçoivent maintenant, que ça ne distinguait pas entre la grippe et le Covid. C'est extraordinaire ça comme document. Oui, mais qu'est-ce que ça cache à votre avis? C'est pas neutre. Hein. Moi, j'ai pas trop ça, apparemment, ça cacherait un nouvel investissement de certains gros financiers qui nous causent bien des soucis aujourd'hui, oui, dans une nouvelle entreprise avec de nouveaux tests. Oui, mais, mais des tests fiables ou pas? Enfin, j'imagine c'est toujours pas fiable, peut-être un peu plus cher. Leur objectif n'est pas d'être fiable, je pense. Tu sais, il y a ça et de nouveaux médicaments très chers qui vont arriver à la rentrée. Je crois que ça concerne Merck. Ah oui. Ah ben, business. Hein. Je vous rassure, il n'y a pas l'ivermectine dans les remèdes qui vont être... Non, mais la molécule étant tombée dans le domaine public, voilà, ça ne rapporte pas assez, malheureusement. Effectivement. Il y a l'artémisia annua, hein, on n'en parle pas, mais... Ça non plus. Je regarde, mais on n'a plus d'autres questions, on a beaucoup de commentaires. Merci à vous tous qui nous regardez pour vos commentaires. Pourquoi en décembre et pas tout de suite? Parce que le CDC, je réponds à Anna et à Havana, c'est qu'en fait le CDC a dit qu'il faut laisser du temps au laboratoire pour s'adapter à cette nouvelle mesure, enfin cette adaptation, recommandation du CDC. Et il y a eu aussi un truc intéressant que j'ai posté, c'est un article du New York Times que vous pouvez lire, c'était il y a 2-3 jours, justement, qui indiquait que le CDC, malheureusement, dans un rapport interne, ne pouvait pas cacher le fait que les vaccinés comme les non-vaccinés pouvaient transmettre le variant Delta et que c'est pour cette raison-là
que le CDC recommandait aux vaccinés de remettre le masque. Ça a été bien sûr pas du tout dit dans les médias européens, je suppose francophones, je ne suis pas allée voir ailleurs, mais bon, voilà, voilà. Et alors, on nous demande, je profite, je regarde le fil, je réponds à Eglem Pascal Max, merci. Oui, on est en collaboration avec Covid Rationnel, mais surtout avec Réinfo Covid. Et je remercie publiquement, au nom de notre bon droit, toute l'aide que Réinfo Covid nous a apportée depuis le début, mais aussi dans les dernières semaines par rapport à des questions très spécifiques que nous avions dans le cadre des recours en justice. Et ça a été très précieux leur aide, je les remercie vraiment. Merci Réinfo Covid Belgique. Donc, oui, on nous demande d'organiser une grande conférence, un grand débat public pour le... Ben, on va finir par le faire. On a toujours espéré. Ça fait 1 an qu'on essaye de travailler là-dessus, mais avec l'objectif d'y inviter les politiques, évidemment, puisque c'est eux qui prennent les décisions. Donc, on espérait pouvoir effectivement leur proposer ce grand débat public contradictoire. C'est ce qui nous manque, sur la place publique, mais visiblement, ils sont pas tellement intéressés, nos politiques. Donc, on va se passer d'eux, et en espérant que ça puisse rayonner vers le plus grand nombre, malgré leur absence. Ou grâce à leur absence, peut-être. Je vais vous donner un autre exemple. Alors, ça va un peu choquer les gens, mais on avait essayé de faire la même chose. Pas notre bon droit, mais comme je suis dans un autre collectif international et européen que j'aide, ils avaient fait la même chose pour les membres du Parlement européen. Alors, pour le coup, il y avait Mike Eden, il y avait Sinley, Monsieur Bagdi, Alexandra Henry-Encode. Eh bien, aucun membre du Parlement européen n'est venu. C'est-à-dire que la conférence a eu lieu en ligne et il n'y a aucun membre qui a daigné venir. Enfin, en ligne, c'était un vendredi matin. Et donc, vous voyez, donc je vois quelqu'un qui me demande, oui, mais alors, comment s'informent les ministres belges? Isabelle va répondre. C'est son pays. Ils s'informent chez les experts inféodés à l'industrie pharmaceutique. C'est pas pour rien qu'on est dans cette problématique. Et je pense d'ailleurs que c'est voulu qu'ils ne prennent leurs informations que là, parce que de toute façon, ils sont tous imbriqués, intriqués. Quand vous voyez que notre nouveau Premier ministre De Croo était auparavant responsable d'un tout petit ministère auquel personne ne s'intéresse tellement il est petit et anecdotique, la coopération au développement. Et curieusement, et ne me demandez pas pourquoi, c'est ce ministère-là qui a négocié la collaboration de la Belgique et la participation de la Belgique, la participation financière de la Belgique à ce... Comment s'appelle encore, Stella, aide-moi, c'est ce truc de Bill Gates sur les vaccins, là. Gavi. Oui, Gavi, c'est ça. Et donc, voilà, la législature précédente, il était dans un tout petit ministère dont personne n'a jamais entendu parler. Il collabore avec Gavi, il gère pour la Belgique la collaboration de la Belgique avec Gavi. Il devient Premier ministre par la suite. Voilà. J'ai 2 remarques à faire. Après, je ne veux pas prendre le temps de Maître Desarrojo qui a déjà donné 1h30 de son temps. Merci vraiment pour ça. La première remarque, c'est que... attendez, j'ai oublié. Hop. On va, effectivement, comme a dit Isa, le document que Maître Desarrojo a mis en ligne pour la France, on va l'adapter sur la base du droit belge. Donc, on ne peut pas, je vous répète, à l'heure actuelle et même après, on trouvera une autre solution. On ne peut pas vacciner votre enfant à l'école sans votre consentement, c'est illégal. Ils peuvent ouvrir 10 000 vaccinodromes dans la cour de récréation, ce n'est pas votre problème, c'est illégal. Il va falloir faire respecter le droit. Donc on va mettre ça en ligne et j'ai perdu le fil pour la deuxième question, je suis désolée, ça va revenir. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vous savez très bien que si vous n'avez pas de réponse à vos questions, vous nous envoyez un email. Un petit mail. Vous nous contactez sur Messenger. On vous répond. On est toujours là pour vous. Effectivement, il peut y avoir un certain délai maintenant avec les emails, puisqu'on en est à... Pour le moment, on n'a pas atteint le 1000 par jour, mais on y arrive. On y arrive. Donc, on répond à tout le monde. Merci pour votre patience, c'est super important. Maître, est-ce que vous voulez faire des remarques de conclusion Non, je voudrais dire vraiment rappeler à nouveau que les personnes ne se précipitent pas vers les injections et qu'ils patientent, qu'elles patientent et on trouvera des solutions et il faut combattre pied à pied chaque mesure en faisant en
en envoyant les courriers aux bonnes personnes, en faisant les procédures qui s'imposent et qui seront les plus efficaces, parce que voilà, et pour voir si on peut faire infléchir cette politique. Et puis sinon, il y aura certainement d'autres solutions aussi. Il ne faut pas désespérer. Vous n'êtes pas tout seul. On est là. Voilà, notre bon droit, voilà, est là. Moi, je ferai mon maximum aussi pour mettre en place des solutions juridiques. Et puis voilà, j'ai d'autres actions en cours. J'espère que voilà, on trouvera des solutions pérennes. Voilà, Et en tout cas, Maître, merci pour votre disponibilité. J'espère qu'on pourra vous accueillir fin août ou début septembre pour un vrai live, parce que là, c'était un peu... on a saisi l'opportunité vu l'actualité, mais on aimerait vous compter parmi nos invités en live. Je rappelle au public que nous aurons alors Paul Héroux, le professeur Paul Héroux sur la 5G, on aura le professeur Martin Zizi sur les tests PCR, on aura Hélène Banoun du Conseil scientifique indépendant. Ça fait longtemps qu'on met ça en place, mais il y a toujours des problèmes d'agenda, donc on a laissé passer l'été et on mettra ça en place à partir de la fin août et début septembre. Je remercie ces personnes pour leur patience, puisque l'agenda n'est pas facile, et j'espère d'avoir Maître de Arrojo également, et puis d'autres, et Maître, comptez sur notre bon droit pour toute action que vous souhaitez mener. On est là pour vous aussi, parce que notre bon droit France a aussi son utilité, et je remercie tout le monde qui contribue et qui nous suivent, et je vous souhaite une bonne après-midi. Isa, si tu veux conclure. Moi, j'avoue que je vais aller profiter du soleil et de la piscine maintenant, voilà. Quelques jours de vacances, ça va me faire le plus grand bien, mais vous savez, je reste à votre disposition et connectée de temps en temps pour répondre à vos questions par mail. Et je vous remercie en tout cas pour tous les gentils messages qu'on reçoit régulièrement. Ça nous fait le plus grand bien. C'est votre soutien inconditionnel qui nous permet de tenir, même dans les moments où on est à deux doigts de s'effondrer. Parce que comme vous, les montagnes russes émotionnelles, on les connaît. Il ne faut pas imaginer qu'on est forte comme des rocs. Il y a des moments où on se demande où on va. Mais pour vous et pour nous, on va continuer à tenir et à résister. C'est le maître mot aujourd'hui. Résister, tenir le coup sur la longueur. Merci à tous. Bon après-midi. Merci à tous. Au revoir. Merci, À bientôt. merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt.